La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, tu m'as complètement déprimé hier parce que tu m'as envoyé ton sujet d'aujourd'hui et j'en revenais pas. Alors bon, c'est un sujet sur lequel j'ai abordé à quelques reprises ici et là, mais ça me fascine, c'est qu'il ne perce pas dans notre espace public alors qu'il devrait nous inquiéter. En Écosse, le ministre de la Justice, ou l'équivalent du ministre de la Justice, M. Humza Yousaf, dans le gouvernement SNP, si je ne me trompe pas, donc le ministre Yousaf a décidé pour combattre les propos haineux, c'est la nouvelle, c'est l'obsession de l'époque, d'interdire et de créer des conditions pour interdire les propos haineux à la maison. Alors là, autrement dit, au nom d'un objectif qui peut sembler noble, la lutte contre les propos haineux, dans les faits, il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus de frontière entre le privé et le public, entre ce que je peux dire à la maison sous le coup de l'émotion et ce qui peut être dit publiquement. Et plus encore, c'est une incitation à la délation, parce qu'on le sait aujourd'hui, la notion de propos haineux ne cesse de s'étendre. Faut jamais l'oublier. Il y a plusieurs exemples qui en témoignent. Bon, donc n'importe quoi peut être classé comme propos haineux. Mais donc, comment doit-on comprendre cet esprit-là? Est-ce que je fais un souper chez moi en Écosse, à Glasgow ou à Édimbourg, et là, des gens que je reçois à la maison, des invités, n'aiment pas particulièrement ce que je dis, sont-ils invités à pratiquer la délation contre moi en allant me dénoncer au commissaire ou à je ne sais quelle ligne téléphonique autorisée pour dire j'ai entendu un propos haineux à la maison chez Monsieur X qui m'a reçu? Quand on sait aujourd'hui, par ailleurs, quel est le type d'éducation qui est donné aux jeunes générations, qui sont endoctrinées au régime diversitaire, au multiculturalisme, à la théorie du genre, eh bien, peut-on imaginer, sur le mode, appelons ça la stasification de la vie de l'esprit, que des jeunes en viendront à dénoncer des enfants, leurs parents, parce qu'ils ont tenu des propos qui sont vus comme haineux aujourd'hui par les contrôleurs de la circulation idéologique. Autrement dit, l'Écosse vient de faire un pas de plus, mais le pas le plus définitif qui soit, dans l'institutionnalisation de la délation jusque dans l'intimité. Donc désormais, il faudra faire attention. En Écosse, quand on invite quelqu'un chez soi, quand on invite des amis, va falloir s'assurer de toutes les manières possibles que nos propos ne soient pas mal compris, que dans leurs oreilles qui peuvent vous entendre partout des propos haineux ne soient pas tentés de porter à nous dénoncer, de porter vers la délation. C'est fondamental ce qui vient de se passer là-bas. Et ça passe un peu comme si ça allait de soi, parce qu'au nom de cette sainte vertu qui s'appelle la lutte contre les propos haineux aujourd'hui, dans les faits, c'est une logique totalitaire qui se déploie. Non, mais si j'étais là, un auteur de science-fiction comme Philip K. Dick, là, le gars qui a écrit Blade Runner, j'écrirais une nouvelle où c'est des machines qu'on t'installe quand tu dors pour savoir tes rêves, pour policer tes rêves. On est rendu là. En fait, sache que dans certaines universités américaines, il y a déjà certains programmes pour dépister les pensées déviantes, appelons ça comme ça. C'est-à-dire, heureusement, c'est pas encore des rêves, c'est trop compliqué s'y rendre. Mais, par exemple, les étudiants en première année ou certains professeurs doivent faire des tests d'association implicite pour voir si au fond de leur esprit, sans qu'ils n'en soient conscients, on ne trouverait pas des principes agissants du racisme ou du sexisme ou des différentes phobies possibles. Mais c'est fou. Mais s'ils espionnent pas tes rêves, c'est parce qu'ils peuvent pas le faire techniquement. Parce que s'ils pouvaient le faire techniquement, ils le feraient. Moi, il y a quelque chose là-dedans que je trouve, c'est-à-dire c'est le fantasme de la transparence absolue. Là. C'est-à-dire, la transparence absolue, c'est rien ne doit échapper au regard du contrôle idéologique. Et en dernière instance, ce qu'on doit redouter, ce sont les pensées dissimulées, les pensées inavouées, les pensées inavouables, les pensées inconscientes. Alors ça nous conduit effectivement au domaine du rêve. Ils n'en ont pas encore les moyens. Mais cela dit, mais ils dépistent déjà le deuxième et le troisième et le quatrième sens cachés dans le vocabulaire qu'on utilise pour être capable d'y voir quelquefois des propos haineux. Alors non, ce qui se passe en Écosse, c'est absolument fondamental parce que à notre époque, s'il y a quelque chose qui se répand plus vite que le variant anglais, eh bien, ce sont les mauvaises idées. Les mauvaises idées, c'est un potentiel de contamination exceptionnel. Donc, on peut être certain
que dans 6 mois, j'en sais rien, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, une telle proposition va trouver de l'écho ailleurs dans le monde. Tu sais, je tiens à rappeler qu'au Québec, quand on a eu le projet de loi 59, qui heureusement n'a pas passé, a échoué, il y avait cette idée de créer une liste publique, un fichier public de ceux qui auraient tenu des propos dits haineux, donc une liste des mauvais citoyens proscrits, la liste des citoyens contrevenants pour cause de mauvaises pensées. En France, il y a eu un amendement qui a échoué à l'Assemblée nationale, mais ça ne veut pas dire que la tentative ne reviendra pas, pour que lorsque quelqu'un a été accusé de propos dits haineux, a été reconnu coupable de ça, quand on connaît encore une fois la définition que ça a, lorsqu'il passe à la télévision, il faudrait qu'il y ait un bandeau pour l'accompagner sur le mode « Attention, chien méchant, attention, cet homme a été condamné il y a X mois pour propos haineux ». Donc, on voit le concept central qu'il nous faut aborder ici. En fait, c'est 2 choses. La notion de propos haineux, il va falloir prendre ça sérieusement, voir qu'est-ce qu'elle veut dire, cette notion-là, puis fantasme de la transparence absolue, qui consiste à dire qu'il n'y a plus de souveraineté familiale, de domaine privé, de sanctuaire de la maison. Ça, c'est totalitaire. Et Mathieu, bon, à la limite, s'il y a des lois comme ça, qu'on les applique pour tout le monde, sauf quelque chose me dit, je suis peut-être de mauvaise foi, mais quelque chose me dit que gueuler contre les Québécois francophones ne serait pas considéré comme un propos haineux. Mais bien sûr, mais ça l'est jamais, parce que dans la définition même du propos haineux, parce que moi, c'est pour ça que là-dessus, on me reprochera d'avoir une forme de rapport maniaque aux mots, peut-être. Mais je suis toujours curieux de voir ce que les mots veulent dire. Or, quand on regarde la notion de haine aujourd'hui, elle est définie de la manière suivante, c'est globalement, c'est toujours la haine, c'est le majoritaire par rapport au minoritaire. Il y a des groupes protégés symboliquement ou juridiquement qu'on ne peut pas critiquer, on peut pas critiquer leurs représentants, on peut pas critiquer les codes culturels qui y sont associés ou quel que ce soit, parce que c'est du majoritaire au minoritaire, le rapport serait haineux. Dès lors que le majoritaire ne tient pas sur le minoritaire, le discours que le minoritaire prétend tenir sur lui-même, ou du moins ses représentants autoproclamés, c'est haineux. Inversement, si je dis cancel white people, ce qu'avait dit Sarah Young du New York Times, ce qui est quand même pas rien, cancel white people, c'est quand même assez clair. On pourrait les multiplier, les Québécois francophones sont racistes, on l'entend très souvent, globalement, le Québec est raciste. Tout ça, la haine du blanc, la haine de l'homme blanc plus encore, et s'il est hétérosexuel à plus de 50 ans, alors là, franchement, il est mal barré. Eh bien, ça, c'est pas de la haine. C'est une forme d'humanisme sophistiqué qui peut quelquefois être marqué par un peu de colère, parce qu'on l'entend souvent, ça. On va nous dire que du majoritaire au minoritaire, c'est de la haine. Du minoritaire au majoritaire, c'est une réaction de défense qui, quelquefois, va s'exprimer maladroitement, mais qui trouve néanmoins sa légitimité dans le fait que c'est une réaction de défense. Il faut voir en quoi cette espèce de la lutte au discours haineux est aujourd'hui le prétexte à l'éradication des pensées dissidentes. Puis j'y reviens parce que c'est fondamental. Et bien, si on se donne le droit désormais de surveiller ce qui se passe à la maison, de créer les conditions d'une délation généralisée, eh bien, c'est l'astasie. Il va pas falloir s'interdire la comparaison. C'est la logique de l'astasie. Mais qu'est-ce qu'on faisait au Cambodge sous Pol Pot et en Chine sous Mao? On encourageait les enfants à stouler leurs parents, à les dénoncer. C'est pour ça, moi, j'ai l'air de paranoïaque quand je dis ça. Mais non, moi, je pense que, je l'aborde un peu dans mon prochain livre qui va sortir bientôt, j'aborde cette question-là, je dis là, on va, avec l'éducation qui est faite, imaginons de toute une génération qui passe par ECR. Puis là, on entend les parents dire les accommodements raisonnables, ça va trop loin. Et puis le voile islamique, j'ai des réserves par rapport à ça. Et puis il faut baisser les seuils d'immigration. Puis des trucs comme ça. Oh là 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 là! Comme dirait l'autre, les enfants auront matière à dénoncer. On peut et ce n'est pas c'est même plus de la science-fiction que d'imaginer ces moments de délation dans nos pays qui se prennent encore pour des démocraties libérales, mais qui ne le sont plus. Et c'est assez paradoxal qu'aujourd'hui, c'est au nom de la démocratie libérale que dans les faits, on l'enterre, on la déconstruit, on la déchiquette, on la condamne, en fait. Donc ça, je pense qu'il faut restaurer le domaine privé, restaurer le droit dans le domaine privé à dire ce que l'on veut, quoi que ce soit. Je veux dire, il y a quand même un moment donné, on est chez soi. Même si c'est odieux, on est chez soi. Mais oui. À un moment donné, il y a quand même ce droit que la maison, c'est sacré. Ensuite, il va falloir remettre en question tout ce discours qui cherche aujourd'hui à pathologiser le désaccord.
Ça veut pas dire ensuite, mais ça faut-il le préciser. Donc, évidemment que la haine, c'est mal. Évidemment que faut être civilisé, faut être courtois, faut être poli. Mais chez moi, serais-je odieux et monstrueux? Serais-tu odieux et monstrueux? C'est chez toi. Tu peux hurler, tu peux croire au martyr, tu peux croire ce que tu veux chez toi. Et ça, je pense que si on n'est pas capable de défendre le caractère sacré de la vie, de la propriété, de la maison, de la conversation dans le domaine privé, si on crée les conditions d'une délation généralisée, qu'on invite à rapporter des conversations controversées, comme ce vers quoi on se dirige, en Écosse, mais ça ira ailleurs. Parce que là, en ce moment, je précise, là, le ministre Humza Yousaf nous dit, un instant, ça ira pas trop loin, faut pas s'en faire. Non. Ces choses-là, on reconnaît très bien que les fausses prudences qui entourent de telles logiques aujourd'hui, de telles lois, ça ne tient pas. Donc non, c'est horrible ce qui se passe, mais on détourne le regard, comme si rien ne se passait. En tout cas, Mathieu, c'est fou, on jette aux poubelles des libertés que la moitié du monde nous envie. C'est ça qui est incroyable. Et que la moitié du monde vient quelquefois trouver en Occident, c'est ça qui est particulier. Le monde occidental est désiré pour ses libertés et le monde occidental lui-même sacrifie dans une forme de délire idéologique ses propres libertés. Il y a quelque chose là-dedans qui est bouleversant, mais bête et bouleversant tout à la fois. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On se reparle demain. Salut. À demain. Bye bye. La STM salue votre retour et les bonnes pratiques. Pour que vous puissiez embarquer en toute confiance, on a mis le paquet. On désinfecte chaque jour les surfaces les plus touchées. En plus, vous pouvez maintenant connaître en temps réel le taux d'occupation des bus sur notre site mobile. Dans le métro, on a ajouté 300 distributeurs de désinfectants, des indications pour mieux circuler et pour finir, notre équipe est là pour vous accompagner. C'est pas compliqué, on a repensé tout le réseau en pensant à vous. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, il y a tout un débat ces temps-ci autour du cours d'histoire occidentale qui est donné au cégep. Il y a des gens qui disent que ce cours-là n'a plus sa place, qu'il est obsolète, suranné, qu'on devrait s'en débarrasser. Il y en a d'autres comme toi qui veulent le garder. Premièrement, c'est quoi ce cours-là? Alors, en gros, c'est un cours qui fait partie de la formation obligatoire pour l'instant, Histoire de la civilisation occidentale, qui est un peu un résidu du cours classique dans ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire dans cette formation qui est destinée à ceux qui ont un parcours généraliste, un parcours en sciences humaines, dans les circonstances, eh bien, on considère que la formation à l'histoire occidentale, donc le retour aux Grecs, le retour aux Romains, le passage par le Moyen-Âge, tout ça, on considère que c'est essentiel à la formation de l'esprit, à la formation intellectuelle, pour avoir une formation véritablement complète. Or, il y a un débat en ce moment pour savoir, c'est plus qu'un débat, c'est une décision en fait, pour remplacer ce cours par un cours qui serait un cours d'histoire mondiale des derniers siècles, sous prétexte que les jeunes s'intéresseraient à ce qui est plus rapproché d'eux, que l'histoire la plus lointaine les interpellerait moins. On comprend qu'il y a aussi comme idée que se centrer sur l'Occident, ça serait ethnocentrique, ça serait replié sur soi, ça serait fermé sur les autres, alors qu'à l'heure de la diversité, il faudrait nécessairement avoir une histoire mondialisée. Mais à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on trouve encore une fois une forme d'assèchement spirituel, tu me pardonneras le mot, assèchement existentiel, assèchement culturel, des origines philosophiques de notre civilisation, de ses origines historiques, de ses origines profondes, en quelque sorte. Et là, c'est liquidé. Au nom de quoi? Encore une fois, au nom de ces innovations pédagogiques qui ont entraîné depuis 40 ans quand même le ravage à la culture générale. C'est comme s'il restait quelque chose à ravager aujourd'hui. Eh bien, en liquidant le cours d'histoire occidentale au collégial, on voulait parachever la liquidation. Est-ce que c'est dans la foulée encore du mouvement woke, c'est-à-dire ça c'est des vieux Grecs, c'est la culture de l'homme blanc eurocentriste et c'est pour ça qu'on veut se débarrasser de ce cours-là?
Le mot woke est assez récent, donc on pourrait inscrire ça plus largement, cela dit, dans une querelle qui date des années 80 aux États-Unis. Hein. La querelle du politiquement correct dans l'université. Autour de quoi ça a pris forme la querelle du politiquement correct au début dans l'université? Autour de la querelle du canon académique, hein, les classiques de la civilisation occidentale. Est-ce que dans la formation à l'école, dans les collèges, est-ce qu'ils devaient avoir une formation centrée sur les grandes œuvres, hein, les grandes œuvres, donc appelons ça de Homère à Shakespeare, jusqu'à Kant probablement, jusqu'au plus contemporain. Bon. Et il y avait cette idée qu'il fallait décoloniser la culture, donc il fallait la décentrer de la figure de l'homme blanc, encore une fois. On connaît la cassette, c'était déjà ce qui jouait dans les années 80. On peut dire que la mouvance woke aujourd'hui, ce n'est que la dernière vague de cette tendance. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans l'université, depuis une quarantaine d'années, il y a eu un procès de la culture occidentale, un procès de la référence occidentale. Il était inévitable que tôt ou tard, ça percole, ça parviennent à frapper en fait la culture, la transmission culturelle la plus générale. Donc au niveau collégial, on liquidera le cours d'histoire occidentale. Je ne peux m'empêcher de dire que c'est les premiers à qui on fait mal là-dedans, ce sont les jeunes générations. Parce que leur histoire profonde de civilisation deviendrait inaccessible, ils ne comprendront plus l'histoire à certains égards de la démocratie, de la philosophie, de la science, de notre conception de l'être humain, et ils ne retiendront de l'histoire, finalement, que les pages caricaturales qu'on veut bien retenir, donc racisme, sexisme, phobie. Donc une histoire dont on ne conservera finalement qu'une caricature qui poussera ces jeunes générations à aller encore plus loin dans la haine de soi. Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, là, on dit que ça n'intéresse pas les jeunes. Ça dépend de la façon dont c'est enseigné. Toujours, Homère, l'Odyssée d'Homère, là, il y a une façon plate de l'enseigner et il y a une façon tellement le fun, tellement intéressante pour dire à quel point c'est important, c'est le début des droits de l'homme. Ulysse s'est affranchi de la dictature des dieux pour dire je suis un être humain, je vais prendre mes propres décisions, tout ça. Il y a une façon, puis tu mets des extraits de films parce qu'il y a eu des films qui ont été faits à partir de ça. Ça dépend de la façon dont c'est enseigné. Mais permets-moi de l'ajouter. On peut probablement enseigner de manière ennuyante tous les cours, quels qu'ils soient, des mathématiques, au grec, au romain, mais on peut les enseigner de manière passionnante. J'invite quiconque à m'expliquer comment on va enseigner de manière passionnante les cours ECR et compagnie, et tous ces espèces de cours idéologiques dont on a farci les écoles depuis un bon moment. Autrement dit, il suffit d'avoir un bon professeur pour rendre la matière, donc dans ce cas-là, l'histoire de la civilisation occidentale, qu'il s'agisse donc des Grecs, des Romains, et ainsi de suite, pour en faire la matière la plus passionnante qui soit. Mais même les cours, il y a certains cours qui sont, par leur pauvreté intellectuelle en tant que telle, condamnés à l'ennui. Et ça, c'est vraiment ces fameux, je parle du secondaire ici, mais des fameux cours ECR et compagnie, la camelote idéologique qu'on fourgue aux jeunes générations. Je me permets de dire qu'un bon professeur, moi j'ai une prof d'histoire qui se tourne vers cette époque, qui a un peu le sens du théâtre en classe, qui connaît sa matière, qui est passionné par sa matière. Il a dans ses mains un trésor. Il a un trésor exceptionnel, et c'est un trésor qu'il faut transmettre, mais c'est un trésor dont nous ne voulons plus pénétrer par cette espèce d'arrogance toute moderne qui consiste à dire que tout ce qui ne nous annonce pas tel que nous sommes aujourd'hui est soit sans intérêt, soit condamnable. Le passé, c'est le musée des horreurs ou le musée de l'oubli. Eh bien, on voit le résultat, c'est que le gouvernement du Québec va contribuer à liquider les dernières traces de l'histoire occidentale dans la formation. Et moi, c'est pour ça que j'en appelle à la ministre McCann, qui est responsable de l'enseignement supérieur, de reprendre ce dossier dans la main, de le sortir des mains des pédagogues, de le sortir des mains des idéologues, des pédagogues, j'entends aussi du ministère, pas des vrais professeurs. Je pense qu'elle doit reprendre le dossier. Lucien Bouchard, soit dit en passant, a écrit un excellent texte tout récemment sur ça dans Le Devoir. Et j'invite les gens à le lire. Je pense qu'il y a une mobilisation à mener pour défendre ce cours, pour éviter qu'une petite minorité idéologique soit capable de déconstruire les dernières traces de l'héritage. Au-delà de ce débat-là, c'est le grand débat, c'est la conception qu'on a de l'école. Est-ce que l'école devrait refléter toutes les idées à la mode du jour et changer régulièrement pour être dans le vent, pour être synchrone avec ce qui se passe à l'extérieur de ces murs, ou l'école devrait être un genre d'oasis protégée des tempêtes qui se déroulent à l'extérieur? Tu as absolument raison.
C'est Hannah Arendt qui disait, l'école doit, je pense, la crise de l'éducation, un très beau texte qui est dans son livre La crise de la culture, je pense que c'est dans la crise de la culture, elle nous dit, l'école doit elle-même être en décalage avec les temps présents en quelque sorte. Elle doit être conservatrice des vertus oubliées de l'humanité. Elle doit être conservatrice des œuvres qui ne viennent pas du présent, mais qui lui parlent à partir d'un autre temps. Elle poussait même l'idée en disant que c'est justement pour demeurer révolutionnaire que l'école doit être conservatrice. C'est-à-dire, elle doit être conservatrice pour préserver ce trésor de civilisation qui doit être transmis à chaque génération. Quand on sait que le propre, plus encore dans les temps modernes, que la passion de l'éphémère, la passion du nouveau, la passion de la mode, la passion du toc, eh bien, c'est que là, ça forge l'esprit. Moi, je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui que dans une société où on est absolument absorbé par le présent, par le présentisme effrayant, par un ethnocentrisme de l'actuel, comme disait Finkielkraut, eh bien, je pense que là-dessus, être capable de penser autrement notre propre époque, de s'ouvrir à l'authentique différence, l'authentique diversité, c'est-à-dire d'autres manières de voir le monde, c'est en passant par des classiques, c'est en passant par les autres époques, les époques antérieures de notre civilisation. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres civilisations du monde, ça dit en passant, mais accuserait-on les Chinois d'être sino-centrés s'ils centraient d'abord leur histoire du monde à partir de l'expérience de la Chine? On peut multiplier les Africains, on peut multiplier les exemples. Pourquoi les Occidentaux devraient-ils considérer que c'est en s'abolissant eux-mêmes qu'ils peuvent enfin embrasser l'humanité? Mais c'est qu'on baisse tout le temps la barre, là, en disant, là, ben regarde, là, les enfants aiment pas lire, enfin, on les fera pas lire en classe, ils aiment pas ça. Ben oui, mais si tu les fais pas lire, ils aimeront pas lire. Si tu leur donnes des livres intéressants, tu les expliques et tout ça, ils vont aimer lire, mais tu sais, je trouve ça a aucun sens qu'on est en train de faire. Moi, j'ajouterais que la question de l'histoire, contrairement à ce qu'on dit, l'histoire passionne. Moi, on a l'occasion de le voir. L'histoire passionne. Parce que qu'est-ce que c'est l'histoire? Ce sont les passions humaines. C'est le récit. L'intelligence humaine fonctionne au récit. C'est des grands personnages. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, la mode, c'est de vouloir abolir des grands personnages. En fait, depuis quelques décennies. Non, c'est des personnages. C'est des volontés qui s'affrontent. Ce sont des choix entre des options qui sont quelquefois tragiques. C'est quelquefois des croisades héroïques. L'histoire est le plus beau laboratoire qui soit. C'est le laboratoire des passions humaines. C'est le théâtre des passions humaines. Alors, dire que l'histoire n'intéresse pas les plus jeunes, c'est tout simplement qu'on n'a pas été capable d'interpeller leur imaginaire. Et de ce point de vue, encore une fois qu'on a eu le contact avec les périodes fondatrices de notre civilisation, eh bien, ça permet ensuite de mieux comprendre les débats qui traversent notre présent, ne l'oublions jamais. Ben, tu sais, je sais pas si tu connais Joseph Campbell, mais tu sais, qui a écrit, qui était quelqu'un qui a étudié les mythes, un intellectuel américain, puis qui démontrait à quel point Star Wars était inspiré des mythes grecs anciens, tout ça, là. Je veux dire, les films de fantasy que les jeunes aiment, le Seigneur des Anneaux et tout ça, veut dire, tout ça s'est inspiré, ça puise sa source dans les vieux mythes, dans les grands mythes. Donc, moi, je trouve que ça... C'est fascinant. Donc, Tolkien a puisé dans les légendes nordiques. Tolkien était un érudit. Et tout l'imaginaire, aujourd'hui, effectivement, de la fantasy, et ainsi de suite, l'espèce de Moyen-Âge fantasmé, eh bien, ça puise dans les mythes archaïques de l'humanité qui ont souvent été formulés de première manière et de si belle manière dans des textes fondateurs qu'il n'est pas inutile de revisiter. Donc, ça, bon. Et il y a la Grèce mythique, comme ça, il y a la Grèce des philosophes. Il y a Rome comme expérience historique. C'est passionnant, Rome. Alors, c'est quand même cet empire qui était le plus puissant du monde et qui jamais ne devait tomber, même le plus puissant empire du monde est tombé. Quel objet remarquable pour méditer sur le caractère éphémère des choses humaines, des sociétés humaines. Même l'empire le plus puissant finira par tomber. D'une certaine manière, c'est une source d'optimisme ou de pessimisme si on va partir à cet empire-là. Mais donc, il y a matière à la réflexion politique en se tournant vers ces événements. C'est nul besoin d'être le spécialiste des spécialistes pour trouver passion là-dedans. Les questions qui nous habitent, les questions existentielles qui nous habitent, trouvent en ces époques laboratoire pour se poser. Mais ça implique simplement qu'on soit capable de transmettre si on décide de liquider. Si on considère que s'enseigner soi-même, c'est de trop, s'enseigner soi-même, c'est discriminatoire, eh bien, aussi bien s'abolir, d'ailleurs, on y travaille. Je reviens toujours à ça, ça dépend de la façon dont tu l'enseignes. Moi, j'ai eu des profs d'histoire qui étaient plates, de quoi te dégoûter de l'histoire à jamais. J'en ai eu d'autres qui étaient fantastiques, qui pouvaient te parler de la chute de Sparte. Là. C'est passionnant, la chute de Sparte, quand quelqu'un t'en parle de façon passionnée. Ça dépend des profs.
Toujours. Ben, permets-moi d'ajouter, mon paternel, Serge Côté, qu'on me permette de le nommer, qui a enseigné cours d'histoire occidentale au cégep. Vous savez, il a enseigné au cours classique d'abord, il a ensuite donné ce cours-là, les cours d'histoire du Québec, mais il donnait l'histoire occidentale, il écrit un manuel en la matière. Eh bien, encore aujourd'hui, des gens viennent me voir pour me dire, votre père m'a marqué. Je suis informaticien aujourd'hui, je travaille dans la botanique, je suis agent immobilier. Ils font plein de choses. Le cours d'histoire de votre père m'a marqué. Ça a laissé en moi la trace d'une passion pour l'histoire qui ne m'a jamais quitté. Eh bien, je crois, mon père est exceptionnel. J'ose croire que ce n'était pas le seul bon professeur en ce système. Donc, pour peu qu'on croise un bon professeur dans son parcours scolaire, un seul, ça peut changer une vie. Tout à fait. Un seul professeur d'histoire peut semer la passion de l'histoire dans un cœur pour toujours. Tout à fait. Mais il y a des modes, là, c'est l'histoire autochtone. Mais mes enfants, là, ça, là, l'histoire autochtone, je te dis qu'ils l'ont étudié en masse. Peut-être qu'effectivement, il y avait un manque. Moi, quand j'étais jeune, on l'étudiait pas suffisamment. Mais à chaque fois, mon fils, je parlais de quoi vous êtes en histoire, de quoi vous parlez des Autochtones. Je disais, OK, je pense que vous avez fait le tour, là. Il y a autre chose sur les Autochtones. C'est-à-dire, faut-il enseigner l'histoire des Autochtones, évidemment? Est-ce que c'est intéressant? Évidemment. Est-ce qu'elle sert trop souvent de prétexte pour ne pas enseigner l'histoire qui suit? Hélas. Donc moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit à l'histoire autochtone. Évidemment, ça fait partie de l'histoire de notre continent. Mais ensuite, trop souvent, c'est le prétexte pour ne pas enseigner le régime français, la conquête anglaise, dans le cas de notre histoire. Elle devient finalement le refuge de la mauvaise conscience. Et moi, je pense que l'histoire autochtone est suffisamment intéressante pour ne pas être ainsi instrumentalisée. On peut s'y pencher sans en faire, autrement dit, ce vers quoi on se tourne pour masquer le fait que notre propre histoire comme civilisation nous dégoûte. Tout à fait. Alors, ton texte s'intitule SOS Histoire occidentale. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée. Bye bye. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca pour apprendre, ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu Amir Attaran, professeur à l'Université d'Ottawa, qui, cette semaine, sur son compte Twitter, disait que les Québécois sont attardés, retardés, qu'on est l'Alabama du Nord et qu'on pratique le lynchage systématique là, dans nos hôpitaux de Noirs et d'Autochtones. Comment ça se fait que ce gars-là a pas perdu sa job? Alors, c'est pas nouveau, si je peux me permettre. Hein. C'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'il se permet de tels commentaires à propos du Québec. On trouve chez lui une espèce de condensé de tous les préjugés les plus atroces, les plus méprisables, les plus odieux qu'on peut avoir à propos du Québec. Et il sévit régulièrement. Alors bon, il les tient sur son compte Twitter alors qu'il est professeur. Donc, si dans ses cours, il ne dit rien comme tel, moi je respecte la liberté d'expression, mais ensuite je me dis que si quelqu'un tenait de tels propos sur n'importe quel autre groupe, quel qu'il soit, les Québécois, il serait viré demain matin. Il y aurait une espèce de levée de bouclier. Bon. Et là, non, vu que c'est sur les Québécois, vomir sur les Québécois, c'est une des marques distinctives du progressisme pan-canadien. Alors, faut jamais l'oublier. Le Canada de 82 s'est constitué en partie sur le procès du nationalisme québécois. Ce monsieur ne fait que l'exprimer de manière histrionique. Cela dit, je suis bien obligé de constater que c'est un discours qui n'est pas rare sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fascine. On est dans une société un peu bizarre en ce moment où les propos les plus ouvertement hostiles au Québec. Là, je parle pas ici de critiques légitimes du Québec. Il y en a des critiques légitimes du Québec à faire. Mais cette idée qu'on lit souvent, par exemple, chez des gens qui portent
l'étendard de la diversité. Souvent, ils se réclament de la diversité, qui vont nous dire il faut que Montréal se sépare du reste du Québec, parce que le Québec s'est rempli de ploucs bouseux, haineux, et qui étouffent Montréal, qui étouffent la singularité de Montréal, qui étouffent, ils disent tout ça en anglais la plupart du temps, faut-il le dire. Il y a un mépris pour les Québécois les Québécois francophones, qui peut s'exprimer sans gêne sur les réseaux sociaux, et qui jamais ne se voit lui-même comme racisme, jamais ne se voit lui-même comme xénophobie. C'est cette situation très particulière où cracher sur les Québécois, vomir sur les Québécois, fait désormais partie des codes de l'antiracisme. Et les Québécois qui ont plutôt tendance à dire, on laisse faire, on laisse passer, on s'indigne pas, mais y a-t-il un seul autre peuple, une seule minorité, entre guillemets, un seul autre groupe sur lequel on pourrait dire de telles choses sans en payer le prix? Non. Il y a qu'en vomissant sur le Québec où on peut tirer avantage de nos vomissures. Mais ils vont dire, on a le droit de vomir sur les racistes parce qu'ils sont détestables. Oui, non, mais on comprend cet argument. C'est-à-dire que dans leur définition, le Québec fondamentalement serait raciste. Alors, c'est particulier. On l'a vu, alors, ce qui s'est passé à Joliette il y a quelques jours, il n'y a aucun doute que c'est scandaleux ce qu'on voit. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais ce sont des gestes scandaleux de personnes, d'individus. Mais dans leur théorie, dès que quelque chose comme ça se passe, il faut chaque fois y voir la confirmation d'un système plus généralisé raciste. C'est quand même assez particulier. Donc, on déresponsabilise les individus, on transforme on nous explique ensuite que le racisme systémique, c'est tellement plus compliqué que ça ne contente pas les individus. Mais quand il y a des individus qui font des vrais gestes racistes, on dit que c'est moins eux qu'il faut condamner que la société dans son ensemble qui rend ça possible. Donc là, on cherche à comprendre le sens de cette définition tournoyante, mais on en comprend l'essentiel. C'est qu'il faut marquer au fer rouge du racisme systémique le peuple québécois. Mais encore une fois, eux, lorsqu'ils vomissent sur les Québécois, j'entends ici ceux qui se permettent de vomir en les présentant de la pire des manières, ça passe. Ça ne vaut pas réprobation, ça ne vaut pas punition. Donc, mais encore une fois, on compare le sort de Madame Lieutenant Duval et le sort de Monsieur Attaram. On voit le sort qui est réservé à l'un à l'autre dans l'espace public, et on s'est dit que le Canada est un pays qui marche sur la tête. Écoute, il dit deux tweets. Là. Il dit, premièrement, la preuve qu'ils sont retardés, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'existence du racisme systémique. Donc, si vous allez au Québec, remontez votre horloge 50 ans en arrière. Et deuxième chose, il dit, vous voulez la preuve qu'ils sont retardés? Ils ont choisi un homme blanc pour lutter contre le racisme. Écoute, c'est dégueulasse. Hein? Non, mais c'est dégueulasse, t'as raison. Mais c'est surtout idiot. C'est surtout idiot. C'est-à-dire ça, autrement dit, la lutte contre le racisme devrait être réservée à un groupe racial. Non, mais c'est génial, c'est exceptionnel. Je veux dire, cet homme ne se rend pas compte qu'il reconduit le racisme le plus primaire en croyant le dénoncer. Non, mais c'est que le gars, il est prof de droit et il est prof de médecine. Donc, j'imagine que c'est un avocat, c'est un médecin. C'est pas un imbécile, là. Tu sais, moi, en ce matière, j'ai dit toujours, je regarde l'histoire du 20e siècle et je me dis que s'il nous a convaincus d'une chose, c'est que les intellectuels ne sont pas à l'abri de la bêtise. C'est ça, moi, je regarde ça. Globalement, les intellectuels au 20e siècle ont préféré généralement les doctrines totalitaires. Ils ont rarement aimé la démocratie libérale, la nation, les références de base. Ça manquait de sophistication. Donc, en général, si on veut voir une idiotie théoriquement construite, il faut se tourner vers un département universitaire. Ça, normalement, on va la trouver sans gêne. Et ce monsieur, qui est un agité, mais c'est surtout ce monsieur qui n'est pas déconsidéré, qui conserve son job. Si dans ses cours, il s'abstient de dire de telles conneries, s'il enseigne dans ses cours, moi, je n'interdis pas aux gens d'être imbéciles dans l'espace public. Ça, c'est, je crois qu'à un moment donné, la liberté d'expression vient jusqu'au fait qu'il faut endurer des propos imbéciles. Mais, qu'il ne soit pas déconsidéré publiquement. C'est là que c'est inquiétant. Parce que, qu'il conserve son job, si dans son cours de droit, dans son cours de médecine, il enseigne correctement, mais que dans l'espace public, il passe pour une figure crédible, une figure légitime. Que cet homme qui voit du racisme partout, passe ensuite pour un intellectuel de qualité. De mémoire, je ne crois pas me tromper, dans un rapport qui était censé prouver l'existence du racisme dans l'université canadienne, dans l'université au Canada, il faisait partie des gens qui dénonçaient justement le racisme partout au Canada, et il faisait partie des figures de référence utilisées pour cela, dans un article du Devoir d'ailleurs de mémoire. Incroyable. Mais quand on voit quelqu'un qui voit du racisme dans le fait de nommer Benoît Charette ministre de la lutte contre le racisme, je pense que ce personnage va voir du racisme partout. Mon Dieu, il va
pleuvoir, ça doit être du racisme. Il va pas pleuvoir, ça aussi c'est du racisme. On est devant des gens qui étendent la définition du racisme jusqu'à l'absurde, et je ne suis pas certain que ces gens-là, qui prétendent lutter contre le racisme, ne font pas autre chose finalement qu'exacerber des tensions sociales comme jamais. Et en terminant, Mathieu, alors qu'on parle toujours de vivre ensemble, l'Université Columbia va avoir des cérémonies de graduation pour les Noirs. Il va en avoir une pour les Asiatiques, une pour les LGBT, il va en avoir une pour les Latinos. Écoute. Moi, j'ai une vraie ça, hein. Le Ku Klux Klan y rêvait, Columbia l'a fait. C'est le retour de la ségrégation. Je devine qu'on va avoir chacun ensuite sa fontaine à son abreuvoir, chacun va avoir ses verres, pourquoi pas chacun sa cafétéria. C'est la ségrégation raciale. C'est quand même fascinant. C'est la foutue ségrégation raciale qui est de retour aujourd'hui, mais puisqu'elle brandit l'étendard de la diversité et du progressisme, il faudrait applaudir. Je veux dire, c'est le retour de la ségrégation raciale, c'est le retour de l'Alabama, mais pour vrai dans ce cas-là, c'est le retour de cette logique, mais au nom du progressisme et de la diversité. Mais tu sais, il y aura pas de cérémonie pour les hétéros, il y aura pas de cérémonie pour les blancs par contre, mais tous les autres groupes ont le droit de se regrouper ensemble. Non, mais franchement, entre toi et moi, s'il y avait une cérémonie pour les blancs hétéros, genre, je me ferais un devoir de pas y aller. Ben oui. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est aller dans la cérémonie de tout le monde, où je peux féliciter les gens pour la qualité de leur travail, leur diplôme, leurs efforts accomplis, sans vérifier c'est quoi ta couleur de peau, ta mère était noire, ton arrière-grand-mère était noire, ton arrière-grand-mère était asiatique, ton arrière-grand-père était latino. Non, mais c'est, comme je le dis, c'est le fantasme du Ku Klux Klan qui est réhabilité aujourd'hui par le fantasme de la ségrégation raciale, le fantasme de la haine raciale qui est relégitimé aujourd'hui par des institutions universitaires à prétention progressiste. C'est le monde qui marche à l'envers. Franchement, c'est effrayant. Oui, c'est effrayant. Et cette logique-là, qui nous vient des États-Unis, il faut s'en tenir le plus loin possible. Je ne suis pas certain, hélas, toutefois qu'on en soit capable. La pénétration idéologique du racialisme est telle qu'elle nous contamine ici aussi. Je redoute une société qui embrasse la notion de race pour se définir. Je crains toutefois que nous soyons au seuil d'y basculer. Tout à fait. Merci beaucoup. À demain, Mathieu. Bonne journée. À demain. Bye bye. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca. Je suis certaine que votre santé vous tient à cœur, alors je vous invite à écouter la série de balados Ma santé sans tabou. C'est une série de rencontres où on parle de tous les aspects de la santé de façon très simple avec des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Ma santé sans tabou, disponible sur toutes les plateformes d'écoute balado. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, quand ils ont mis le couvre-feu à 9h30, je me suis dit, voyons, tout est fermé, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de spectacle, pas de théâtre, tout est fermé. Qui va aller marcher à 9h le soir? Et oui, c'est Mathieu qui va prendre ses marches à 9h le soir. Comment ça va? Ah ben non, j'étais pas le seul. Non. Moi, je guettais ce moment. Et hier, moi et ma compagne, on marchait dans les rues de notre quartier. Et là, on voyait des tonnes de gens occuper les rues à la manière de l'heure et demie retrouvée. Ah non, j'en étais très, très heureux. Moi, je précise que moi, j'étais jusqu'alors un marcheur de 22 heures en janvier ou en février. Là, faut quand même à chacun ses lubies, à chacun ses manies. Donc moi, quand c'est arrivé le couvre-feu, j'en étais bien désolé. Et là, quoi qu'il en soit, hier, je goûtais cette heure et demie retrouvée. D'ailleurs, moi et ma compagne, on s'est dit, on sort à 8 heures. Hein? C'est-à-dire, depuis 2 mois, on était confinés. Là, on est sorti à 8 heures dans ce doux parfum de semi-transgression. Quel bonheur. D'ailleurs, je me suis trompé. Les salles de cinéma sont bel et bien ouvertes. Alors, bravo, tu peux marcher maintenant à 9 heures. Écoute, Mathieu, c'est avant qu'on est trop au Canada. Le Canada est un beau pays. Malheureusement, il y a des francophones. Alors, Multidimension Consulting, une agence qui de Colombie-Britannique, je crois, qui organise l'immigration au Canada, qui facilite l'immigration au Canada, a fait un petit tableau avec les pros et les contre de venir au Canada. C'est quoi les avantages d'être ici, de venir ici, c'est quoi les avantages les désavantages du Canada. Donc, parmi les avantages, il y a de bonnes opportunités de travail, de bonnes universités, de la bonne bouffe. Et il y a de la poutine, hein, ils nous le disent, il faut essayer la poutine, our poutine. Système de santé gratuit, éducation. Les Canadiens sont gentils aussi. Et puis, c'est un pays progressif, sécuritaire et multiculturel. Mais il y a quelques défauts. Il fait froid, les vols coûtent cher, puis surtout,
il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Aïe, 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 nous sommes de trop dans le portrait. On pourrait répondre, donc, cette firme nous présente avantages et désavantages du Canada. Un des désavantages du Canada, c'est que nous y sommes. Un des désavantages du Canada, c'est que le français est encore suffisamment pesant de leur point de vue pour rendre la vie suffisamment désagréable. C'est assez fascinant quand même. Alors, d'un côté, le multiculturalisme, bravo, clap, 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 heureux. De l'autre côté, le français, wash, 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 mauvais. Je précise qu'au moment où on se dit ça, parce que là, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, cette espèce d'étrange promotion, la firme de Vancouver a déjà fait sauter son affiche de promotion, comme s'il venait de se rendre compte de manière un peu étrange que cette publicité pouvait être, pas très efficace. Il n'en demeure pas moins que ça circule, et c'est un aveu. C'est un aveu, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas surveillés de l'extérieur, lorsqu'ils se laissent aller à eux-mêmes, lorsqu'ils présentent le pays au monde, à leur clientèle, et lorsqu'ils le portent sur c'est quoi le branding du Canada qu'ils proposent? Eh bien, l'élément français est de trop. Comme on pourrait répondre que le Canada travaille à régler ce problème-là depuis un bon moment et y parviendra. Tôt ou tard, nous ne serons plus qu'un résidu folklorique dans ce pays, mais il n'en demeure pas moins que dans sa représentation officielle, le Canada est encombré, c'est assez fascinant, par son peuple fondateur. Eh bien, comme dirait Christian Dufour, nous sommes de trop. C'est ça le problème, c'est que le problème avec les francophones, selon eux, c'est qu'on revendique le statut de peuple fondateur. Si, au contraire, on disait, nous sommes un groupe culturel, ethnique comme les autres, et nous faisons partie de la grande famille multiculturelle, là, ils nous applaudiraient. Oui, c'est à condition de disparaître, en fait. C'est-à-dire, le statut de peuple fondateur, ça a comme vertu qu'on dit, au Québec, qui est notre espace politique, vous avez pour vocation de vous intégrer à nous. D'ailleurs, nous ne sommes pas qu'un groupe ethnique, nous sommes une nation. C'est-à-dire que vous pouvez venir du Pakistan, de l'Inde, des Philippines, de Grande-Bretagne, de Suède, qu'importe, et vous pouvez devenir québécois. Parce que la nation québécoise, c'est pas un groupe ethnique qui reproduit simplement des rituels et des traditions. C'est une nation, c'est une société, Eh bien non, et à partir du moment où on rappelle qu'on est un peuple, quand on refuse le grand récit du « nous sommes tous des immigrants », non, nous ne sommes pas tous des immigrants, il y a deux peuples fondateurs ici, il y a par ailleurs les nations amérindiennes, il y a les peuples, le Québec est un peuple fondateur, on disait autrefois le Canada français, eh bien ceux qui arrivent ici n'arrivent pas dans un pays qui est une page blanche, ils doivent prendre les mœurs du pays, ils doivent prendre les codes du pays, ils doivent devenir du pays. Donc ça veut dire au Canada anglais, devenir Canadien anglais, ça veut dire au Québec devenir Québécois. Mais quand on rappelle dans la logique du multiculturalisme que nous sommes une nation, on est accusé de suprémacisme ethnique. Le simple fait de se dire peuple et nation est vu comme une marque de suprémacisme ethnique et de suprématie blanche et de racisme. Donc on voit c'est quoi l'univers mental. Et là, dans cette logique, eh bien le simple fait de dire oui, il y a encore du fait français. Tu sais, c'est les Français, les francophones québécois, c'est pas comme des Ukrainiens ou c'est pas comme des Norvégiens ou c'est pas comme on peut faire la liste des gens qui auraient conservé des coutumes de leur pays d'origine. Non, ici, c'est une langue qui structure une partie du pays et même le pays dans son ensemble, si on veut à tout prix dans une perspective fédéraliste. Eh bien non, nous sommes de trop. Mais je précise, soit dit en passant, que c'est pas surprenant. Et la prochaine étape, il faut jamais oublier que même au Québec, pour certains, nous sommes de trop. Alors, qu'est-ce qu'on entend souvent? Que Montréal, c'est bien, c'est diversifié, c'est pluriel, c'est civilisé. Mais dès qu'on sort de Montréal, on rencontre les bouseux, les consanguins, les pas propres, les Québécois francophones. Et le partitionnisme d'hier, qui disait que si le Québec devient indépendant, il faudrait que l'ouest de l'île se rattache au reste du Canada. Mais le partitionnisme de demain, ça va être, si jamais on réussit à faire un référendum sur la souveraineté, eh bien, ça va être l'île de Montréal, va avoir la tentation de la cité-État, de la société distincte, on n'embarque pas dans le Québec. Autrement dit, même au Québec, on commence à nous dire que nous sommes de trop, qu'on fait un peu tâche dans le portrait. Désolé d'être là. Je me souviens d'un vieux sketch de Saturday Night Live où il y a un noir qui se déguise en blanc, qui se maquille en blanc et qui va voir ce que les blancs se disent entre eux quand il n'y a pas de noirs là. Comment les blancs parlent des noirs lorsqu'ils sont entre eux. Et là, j'ai l'impression, justement, au Québec, depuis quelque temps, il y a une décomplexion. Ils sont décomplexés, mais avant, ils parlaient des Québécois entre eux, mais ils nous le disaient pas en pleine face. Mais maintenant, ils nous le disent en pleine face, ce qu'ils pensent de nous. Là. Oui, mais ça, c'est les réseaux sociaux dans leur caractère pédagogique, disons ça comme ça. Il y a beaucoup de conversations privées qui peuvent désormais s'afficher publiquement. Ça me fascine d'ailleurs. On dirait que les gens en sont pas conscients. Et là, on voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Puis je parle pas simplement du subtil et nuancé et brillant Amir Attaram de l'Université d'Ottawa, ce professeur humaniste qui mérite toutes les louanges du monde, n'est-ce pas? Non,
non, je vois le kidam, appelons ça comme ça, des gens bien ordinaires qui sont probablement pas méchants dans leur vie privée, je veux bien croire, mais lorsqu'ils parlent du Québec en anglais, évidemment, sur les réseaux sociaux, pas seulement en anglais, mais la plupart du temps en anglais, c'est cette idée que, c'est les Québécois francophones, ils sont trop pesants, ils sont trop, il faut s'en délivrer, on en a assez. Alors là, moi, cette espèce d'expulsion symbolique qui nous est réservée de notre pays, je le prends plus ou moins bien. Et j'ai tendance à me dire que c'est quand même une marque à certains égards de discourtoisie et ça respecte pas trop le sens de la gratitude élémentaire que de dire finalement que ce peuple est de trop chez lui. Me semble que les Québécois, c'est quand même un peuple avec certain sens de l'hospitalité. La main tendue, la main sur le cœur, une capacité d'accueillir des gens qui viennent de partout en disant, joignez-vous à la famille puis on va y a de la place pour vous. Mais si on se fait dire trop souvent que finalement le simple fait de vouloir que le Québec soit un pays français, un pays laïque, ça c'est déjà du racisme, c'est de la tyrannie identitaire, tout ça. Ça ne peut que créer des tensions, pour le dire poliment. Il y a quand même des limites à se faire dire qu'on est trop chez soi. Or, je pense que c'est la tendance lourde en ce moment. Oui, mais les Québécois sont trop chez eux. Mais là, tout le monde au Québec, là, on est bien insulté de ça aujourd'hui, puis on fait des montées de lait, puis tout ça, puis là, après ça, dans 3 jours, il va y avoir une autre niaiserie écrite sur nous, puis on va faire une autre montée de lait, et tout ça. À un moment donné, il va falloir en faire l'analyse politique de tout ça. C'est bien beau les montées de lait, là, puis on dit, c'est épouvantable. À un moment donné, il va falloir en tirer les conclusions qui s'imposent. Mais je suis d'accord. Là, tu dis quelque chose d'essentiel, je pense. Quand tu parles d'une analyse politique de la chose, nous traitons comme des faits divers ce qui ne doit pas être vu comme des faits divers. C'est un discours de fond qui s'installe. C'est une légitimité nouvelle qui s'installe. Il va falloir accepter cette réalité qui est démographique de ce point de vue, que dans le Canada, nous sommes déjà foutus. Ça me paraît évident. Dans le Canada, notre destin, c'est une minorisation qui nous condamne tôt ou tard à l'insignifiance politique. Et à l'insignifiance collective, puis ensuite à la folklorisation, puis à la perte des nouvelles générations. Au Québec, ça arrivera plus tard, mais ça finira par arriver. Donc, l'indépendance du Québec, on sait, c'est l'option préférée des indépendants. On a l'impression que quelquefois qu'ils vivent dans l'univers nostalgique de René Lévesque et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est une question de survie nationale. C'est une question de survie collective. C'est la condition pour qu'on puisse exister. C'est la condition pour qu'on réussisse l'intégration des nouveaux arrivants. C'est la condition pour être respecté chez nous. C'est l'indépendance du Québec. Et moi, je suis toujours un peu contrarié quand on nous prédit, c'est une idée dépassée, c'est une idée du monde d'hier. Mais en quoi est-ce dépassé au monde d'hier que de vouloir se contrôler soi-même et de mettre chez soi, de mettre de son destin, pouvoir accueillir dans ses propres paramètres? Je ne crois pas qu'on dirait aux Haïtiens, qu'on dirait aux Brésiliens, qu'on dirait aux Colombiens, qu'on dirait aux Tchèques, qu'on dirait aux Lettons, l'indépendance c'est dépassé, vous devriez vous annexer à puissance plus grande. Être maître chez soi, c'est important pour les Algériens, c'est pour les Marocains, c'est pour les Tunisiens, c'est pour tous les peuples. Mais pour les Québécois, apparemment, ce serait pas le cas. Moi, j'ai toujours là-dessus, je ne peux m'empêcher de voir dans ce 2 poids 2 mesures un manque de respect qui ne dit pas son nom envers le peuple québécois. Tout à fait. Bonne marche ce soir et un jour, tu vas marcher jusqu'à chez Leméac et tu vas pouvoir j'en reviendrai à minuit. Salut Mathieu. Bye bye. La STM salue votre retour et les bonnes pratiques. Pour que vous puissiez embarquer en toute confiance, on a mis le paquet. On désinfecte chaque jour les surfaces les plus touchées. En plus, vous pouvez maintenant connaître en temps réel le taux d'occupation des bus sur notre site mobile. Dans le métro, on a ajouté 300 distributeurs de désinfectants, des indications pour mieux circuler et pour finir, notre équipe est là pour vous accompagner. C'est pas compliqué, on a repensé tout le réseau en pensant à vous. STM salue votre retour et les bonnes pratiques. Pour que vous puissiez embarquer en toute confiance, on a mis le paquet. On désinfecte chaque jour les surfaces les plus touchées. En plus, vous pouvez maintenant connaître en temps réel le taux d'occupation des bus sur notre site mobile. Dans le métro, on a ajouté 300 distributeurs de désinfectants, des indications pour mieux circuler et pour finir, notre équipe est là pour vous accompagner. C'est pas compliqué, on a repensé tout le réseau en pensant à vous. Hey, méchant virus pareil, hein? Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, le monde est divisé en deux. Il y a des gens qui voient la réalité telle qu'elle est et les gens qui la voient telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Et je te parle de ça pour le projet des jeunes caquistes de faire lire des classiques de la littérature québécoise aux jeunes. J'aimerais bien que les jeunes prennent plaisir à lire Maria Chapdelaine et Menot, Maître Draveur, mais la réalité, c'est que si tu donnes ces ouvrages-là aux jeunes, tu vas les dégoûter de la lecture. Totalement. Je suis en désaccord. Je suis en désaccord pour 2 raisons.
La première, c'est que, premièrement, en ce moment, quels que soient les ouvrages qu'on leur donne, quelle que soit la matière qu'on leur enseigne, c'est une question de prédisposition culturelle. D'abord, c'est une question de prédisposition du milieu. Est-ce que la lecture est valorisée en elle-même, quel que soit le texte qui est proposé? Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, le niveau par lequel on va entrer en lecture, pardonne la formule, va déterminer pendant longtemps ensuite le type de lecture qu'on cherche. Si on commence à l'école en lisant Twilight, si on commence en lisant dans ce registre-là, je n'ai rien contre ça, mais donc c'est pas une livre de référence, ben ça nous montre quelles sont les attentes culturelles de l'école. Si l'école est un milieu exigeant, si l'école est suffisamment exigeant pour dire que vous avez trouvé ça difficile, là, comme les mathématiques, comme la chimie, puis comme la physique, vous allez trouver ça difficile pendant un temps, mais une fois que vous allez avoir fait vos gammes, une fois que vous allez avoir traversé l'épreuve, vous allez trouver qu'il y a une richesse là-dedans, il y a un patrimoine là-dedans, il y a une et plus qu'un patrimoine, il y a la trace de ce que vous êtes, vous la verrez là-dedans. Et alors moi, je pense que non, ces œuvres-là sont porteuses de bien plus d'intérêt qu'on le dit, mais elles sont entourées d'un tel, soit de mépris, d'une condescendance, qu'on est persuadé qu'elles ne peuvent qu'ennuyer, sauf les spécialistes de la littérature québécoise. Je pense pas. Puis je trouve que l'idée des jeunes caquistes qui est inspirée de l'idée américaine, les Great Books, là, c'est-à-dire c'est présent dans les collèges américains, c'est-à-dire les grands livres qu'il faut avoir lus dans une formation humaniste, une formation classique, mais que le Québec se croit suffisamment intéressant pour offrir sa propre littérature en partage. Je pense que si on ne se sent pas capable de cela, c'est qu'on ne croit pas à la valeur de notre propre expérience historique, culturelle, littéraire et ainsi de suite. Ensuite, moi, c'est comme je dis toujours à mes étudiants, on met une série d'ouvrages, une liste d'ouvrages obligatoires, mais ensuite, selon la personnalité de l'un de l'autre, selon les sympathies d'un professeur qui est plus porté vers une œuvre ou vers l'autre, il y a de la place pour les différents tempéraments, il y a de la place pour les différents types de goûts, mais considérer qu'on n'a pas 10 livres à offrir comme peuple à nos jeunes générations, puis que l'école ne doit pas offrir autre chose que la camelote américaine qui nous est proposée dans notre société, je pense que c'est finalement désespérer des Québécois. Mais entre Patrick Sénécal, mettons, et la checklist de Raphaël Germain, mettons, et les livres de Brian Ferro et Maria Chapdelaine et Menot Maître Draveur, il y a un juste milieu. Je sais pas, moi, Michel Tremblay, la grosse femme d'à côté est enceinte. Ça se lit bien, c'est drôle, c'est relativement contemporain. Et si tu fais connaître Michel Tremblay aux jeunes, tant mieux. Mais j'ai pas l'impression, quand j'ai lu la liste des jeunes caquistes, j'ai pas l'impression qu'ils voulaient nous enfermer à tout prix seulement dans Maria Chapdelaine et dans Menot Maître Draveur, qui sont par ailleurs des ouvrages qui méritent d'être lus, je crois. C'est simplement qu'on dans notre tête, un classique québécois, c'est inévitablement quelque chose qui sent le Canada français et le foin. Bon, disons ça comme ça. Or, je pense pas. Je pense que les classiques québécois, notre histoire en a accouché de plusieurs. Il y a quelques classiques oubliés, soit dit en passant. Moi, si je te faisais ma liste des classiques québécois, ce serait probablement pas celle que tu ferais, que celle que feraient les jeunes caquistes peut-être. Mais cette idée qu'il y a des classiques québécois, qu'il y a de la place ensuite pour en débattre, pour les placer au cœur de la formation. Cette idée que l'école, ça, il faut le dire, doit transmettre un patrimoine de culture, de civilisation. Elle doit nous connecter aussi avec notre propre culture, surtout en situation minoritaire comme l'est le Québec en Amérique du Nord. Si nous-mêmes, on s'intéresse pas à nous, qui va s'y intéresser? Puis moi, je vais te donner quelques exemples. Moi, comme tout le monde, je croyais, par exemple, qu'une partie de l'œuvre de Lionel Groulx, c'était terrible. C'est-à-dire, je croyais pas au procès dégueulasse en antisémitisme qui a globalement été fait par des gens qui connaissaient pas son œuvre. Bon, mais je me disais, ça sent quand même un peu le renfermer quand on sort des deux ou trois textes d'anthologie. Et là, on se met à lire les mémoires du bonhomme. On se met ensuite à lire ses textes politiques des années 20. On lit ensuite certaines des belles pages que consacrait à l'histoire du Québec, le Canada français missionnaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? Ben non seulement c'est une œuvre de grand historien, mais c'est une œuvre de grand écrivain. Oups, on a un classique qui est au cœur de notre histoire comme ça, mais qu'on fréquente pas parce qu'il a mauvaise réputation. C'est assez intéressant, ça. Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise. Ensuite, je pourrais donner d'autres exemples là-dessus. Mais il y a au cœur, je pense, à la fois en sociologie, en histoire, en littérature, en poésie, Gaston Miron, Roland Giguère, on peut en nommer d'autres. Il y a ici suffisamment d'œuvres pour tricoter quelque chose comme un canon québécois. Mais on pourrait dire, par exemple, 20 œuvres qui sont recommandées, 10, les professeurs doivent en choisir 10 là-dedans, et puis ça doit être au cœur du programme. J'ai pas l'impression que c'est exagérément demandé. Qu'est-ce qui est plus important, là? Je sais que, notre culture, c'est important que les Québécois connaissent la culture québécoise, mais n'est-ce pas plus important que les jeunes lisent, par exemple, L'étranger de Camus, plutôt que du Gaston Miron? Je pose la question. Je sais que tu vas me dire, on peut lire les deux. On peut marcher de la gomme. Et je suis persuadé, et c'est bizarre, alors, évidemment,
Je ne sais pas ce que Camus aurait dit directement de Miron, mais je suis persuadé que Camus lui-même aurait dit, mais ce poète québécois qui parle de la douleur des siens et qui l'a universalisé à travers une poésie qui est universelle. Gaston Miron, ça fait pas simplement partie des classiques de la soirée canadienne. Gaston Miron, c'est une poésie de portée universelle. Ça me paraît indéniable. Il y a des pages dans Miron qui, je crois, rejoignent, pardonne la formule, mais la douleur qui habite le cœur de chaque homme, à tout le moins de chaque homme qui s'est senti un jour dépossédé. On trouve ça chez Miron. Alors moi, ensuite, par ailleurs, la littérature québécoise porte en elle une part d'universel, mais je n'aurais jamais l'idée d'en faire la seule voie d'accès à l'universel. Donc c'est pour ça qu'il y aurait de la place. Il y a de la place. Il devrait y avoir de la place pour la littérature étrangère, la littérature française, qui n'est pas pour moi une littérature étrangère. Il devrait y avoir de la place. Je peux te faire une longue liste de ça pourquoi il devrait y avoir de la place. Mais je pense pas qu'on doit construire notre conscience de l'universel à travers la déconstruction de notre propre monde. Puis je pense surtout, je le redis, que la culture québécoise est porteuse d'universel. Contrairement à ce qu'on pense, cette culture-là nous conduit à travers un chemin bien singulier à l'universel. Ne serait-ce que l'histoire d'Amérique française. Aujourd'hui, on réduit ça, on s'imagine que c'était un empire esclavagiste, c'est d'une bêtise sans nom. Quelqu'un qui s'intéresse aux histoires d'aventure, des histoires de liberté, des histoires de transgression, des histoires de rencontres entre les peuples, des histoires où il y a nos propres généraux, c'était qui? C'était nos grands explorateurs, nos aventuriers fous, c'était les coureurs des bois, des gens qui sont capables de résister aux pires intempéries, Game of Thrones, Winter is Coming, c'était les colons, je veux dire, qui s'installent dans la vallée du Saint-Laurent. L'histoire de la Nouvelle-France, pour qui la prend au sérieux, c'est une histoire passionnante, bouleversante, exceptionnelle, mais encore une fois, doit avoir un regard non folklorique sur notre propre histoire. Faut voir le potentiel. La France, la Nouvelle-France, a quand même occupé l'essentiel de l'Amérique pendant un bon moment. On l'a oublié, ça. Mais Mathieu, je reviens à ma phrase d'ouverture. Il y a des gens qui voient la réalité telle qu'elle est, d'autres qui la voient telle qu'ils voudraient qu'elle le soit. La réalité telle qu'elle est, c'est que on part de loin. Et puis les jeunes, je m'excuse, il y a des gens qui vont dire que je fais une généralisation, mais ils lisent des romans assez faciles. Ils lisent moins, là. Tu sais, ils lisent que tu riais des gens qui lisaient Twilight, mais tu sais, quelqu'un qui lit Twilight actuellement, tu peux pas lui donner La Vallée des Avalées du jour au lendemain. C'est impossible. Je sais pas. Alors, c'est peut-être une question de différence de point de vue. Moi, je me rappelle quand les premières fois où j'ai enseigné, je m'en souviens encore, c'est autour de 2008. Et dans mes cours, comme tout jeune professeur, j'avais un projet. Je me rappelle encore, je te raconte ça, mon premier cours était, là, je me croyais au Collège de France, là. Il y avait, c'était un cours, c'était d'une exigence philosophique exceptionnelle. Au bout d'environ 3 minutes, je comprends, OK, c'est pas exactement, les jeunes qui sont dans ta classe, qu'on est à l'université, ne connaissent pas l'histoire du Québec sur laquelle tu construis ta sociologie du Québec. OK. Donc là, en l'espace de quelques minutes mentalement et d'une semaine ensuite, j'ai reconfiguré mentalement mon cours. Et là, finalement, je me suis adapté aux étudiants sans jamais diminuer mon contenu. Je l'ai simplement adapté. Je me suis dit, voilà le chemin qu'on va prendre pour les conduire là où je pense qu'on doit les conduire pour faire un enseignement de valeur sur la matière que je dois transmettre. Et si tu savais, mais ça, je parle là-dessus de mon expérience d'enseignant, de chargé de cours qui enseignait. Moi, ça me frappe quand on réussit à présenter nos œuvres, non pas juste quand on les sort du bocal de formol, puis qu'on les présente comme dans leur potentiel d'universalité, je le redis, ça touche l'âme des jeunes générations. Puis c'est pour ça que pour certains, le livre qui va les conduire à la culture québécoise, c'est Nègre blanc d'Amérique. D'autres, c'est L'homme rapaillé de Miron. D'autres, c'est Les mémoires du chanoine Groux. D'autres, c'est Genèse de la société québécoise de Fernand Dumont. Alors, je te donne des exemples. Je pourrais t'en donner d'autres. Donc ça, pour moi, je pense qu'il y a une demande, et je pense que c'est là notre erreur sur la jeunesse. La jeunesse est en soi d'idéal. Mais toi, je commencerais par Salut Galarno de Jean Gadebout. Tu sais, c'est facile à lire. C'est une excellente manière de commencer. Ouais. C'est loin d'être mauvais. Tu sais l'estime que j'ai pour Jacques Godbout. Ben oui. Je pense que c'est une figure centrale de la culture québécoise des 60 dernières années. Il y aurait aucun souci à placer ça parmi nos œuvres. Et c'est pour ça que là-dessus, je pense que si on regarde notre culture, on va la trouver finalement plus intéressante que l'image qu'on en a pour nous-mêmes. Ensuite, qu'on se comprenne bien, moi je suis pas dans ce qu'on pourrait appeler le patriotisme littéraire incandescent, qui consiste à dire tout ce qu'il y a de beau, ça vient de chez nous, ce qui est d'ailleurs, c'est inquiétant. Bon. Pas du tout. Je veux dire, quand dans ma bibliothèque, il y a de la place, c'est le moins qu'on peut se dire, pour des auteurs de partout dans le monde. Je pense que, mais tu noteras que l'universel vient de partout, hein. Quand on pense aux écrivains sud-américains,
ils ont quand même une œuvre, certains d'entre eux, Vargas Llosa, d'autres qui touchent l'universel. Il y a des Français, il y a des Russes, il y a des Polonais. L'universel a ce génie de pouvoir provenir de toute culture pour peu justement qu'il s'élève à l'humaine condition. Je pense que la culture québécoise l'a fait aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi chez nous des choses d'un ennui mortel. Pour reprendre la formule de Rémi Girard dans Le Déclin, c'est périssant d'ennui quelquefois. Oui, ça arrive tout à fait. Il y a du périssant d'ennui chez nous. Je précise qu'il y en a aussi ailleurs. Du périssant d'ennui, il y en a ailleurs et tout. Mais moi, ce que je me dis, c'est que notre culture, si on l'embrasse, si on la prend au sérieux, elle est capable de nourrir les aspirations de l'âme humaine, pour le dire ainsi. Puis ensuite, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il ne faut jamais la renier, il ne faut pas s'y enfermer. Si on est dans cette idée-là, on est capable ensuite d'embrasser très large et on peut même lire Twilight sans s'avilir l'esprit. Mais on revient à ce qu'on disait un peu plus tôt cette semaine, ça dépend de la façon dont tu l'enseignes, et voilà. Et toi, tu pourrais rendre passionnant le bottin des pages jaunes. Tellement t'es passionné, tu pourrais transmettre ça à tes étudiants. Merci beaucoup, bon week-end. Merci Bonne beaucoup. journée, bye bye. Salut. Vous les attendiez? Eh bien, les voici. Les téléphones débarquent chez Fizz. Et puisque tous les goûts sont dans la nature, des téléphones, on peut dire qu'on en a pour tous les goûts. Même pour ceux qui aiment mettre du ketchup sur leurs œufs? Oui, on a des téléphones pour eux. Même pour ceux qui aiment vraiment beaucoup le corps du roi? Oui, pour eux aussi. Même pour ceux qui aiment dire « lol » dans la vraie vie? T'inquiète, on a un téléphone pour toi. Ah, ben non. Je demandais ça pour une amie. Pour un grand choix de téléphones et de forfaits personnalisables, visitez lefizz.ca.